Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Femmes de Lumière où aujourd'hui j'accueille avec un grand sourire Christine. Christine qui est coach et formatrice et qui vous accompagne dans les périodes de transition, alors notamment les transitions professionnelles avec une petite spécificité par rapport aux femmes de 45 ans et plus, mais pas que. Christine est vraiment là, voilà, pour vous accompagner dans toutes ces transitions, ces changements de vie, ces changements professionnels et du coup tout ce qui va autour. Merci à toi, Christine, d'être là, d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée, c'est un grand plaisir. Alors, est-ce que déjà pour commencer, tu voudrais nous en dire un petit peu plus sur toi, sur qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui? Grande question. Alors, je suis Christine, comme tu l'as annoncé, donc coach et formatrice, originaire du sud de la France, où j'habite une partie de mon temps, mais on y reviendra peut-être. Maman de 2 enfants, un garçon de 33 ans et une fille de 25 ans. Et je vais vous donner un scoop. Mon fils m'a annoncé il y a un mois qu'il allait être papa. Et ma fille vient de m'annoncer hier, pour me souhaiter une bonne fête des mamans, qu'elle allait elle-même être maman aussi. Alors C'est une voilà, super annonce de fête des mères, dis donc. voilà, ça c'est une belle année 2021 qui commence, voilà, qui permettra d'effacer un petit peu l'année précédente qui était un peu plus compliquée, même si elle nous a apporté beaucoup de choses aussi. Mais voilà, donc ça c'est important, j'avais envie de le partager avec vous aujourd'hui parce que je suis encore dans cette émotion de joie, voilà, d'épanouissement, d'accomplissement, et je voulais commencer par ça pour démarrer notre interview. Et puis donc j'habite dans le sud de la France une partie de temps, mais j'ai fait ma carrière, j'étais dans l'hôtellerie et la restauration, une grande partie de ma carrière dans ce métier-là. Et j'ai un réseau important plutôt du côté de la région franco-suisse, du côté de Genève. Et puis de toute façon, je suis un peu nomade. J'aime beaucoup bouger, j'aime voyager, ça fait partie aussi de mes passions. Et donc, j'essaie d'allier d'ailleurs le professionnel à ce goût du voyage. Et voilà, donc je navigue entre autres entre le sud de la France, à côté de Montpellier, près de la mer, et la région genevoise, donc les montagnes. Donc j'essaie de profiter des différences de ces deux régions avec toujours autant de plaisir. Je te Voilà. remercie d'avoir partagé tout ça parce que du coup, la thématique principale que l'on voulait donner à cette interview, c'était l'utilisation de l'outil Ikigai. Et c'est génial parce que du coup, tu viens vraiment d'illustrer ça, comment dans sa vie, justement, on équilibre le pro, le perso, comment on équilibre déjà aussi tout ça en soi par rapport à toutes les facettes de nous-mêmes. Et puis, comment justement toi, tu accompagnes, alors principalement les femmes, mais pas que, tu accompagnes aussi des hommes, tu accompagnes l'humain finalement dans ces transitions de vie, dans ces questions qui viennent à nous à un moment donné, dans les questions qui s'imposent aussi parfois à nous par rapport aux épreuves que l'on peut avoir dans notre vie. Comment ça se passe aujourd'hui, toi? Comment tu accompagnes ces personnes-là? Et notamment, comment tu utilises cet outil super qui est l'ikigai au quotidien dans ta pratique? Alors, c'est important déjà, effectivement, ma spécialité, ce sont ces périodes de transition qu'on traverse tout le long de notre vie. Et j'ai constaté très rapidement, quand j'ai commencé donc, ce métier de coach et de formatrice, que finalement, ces périodes de transition qui précèdent les changements, c'est cette période qui est finalement la plus inconfortable. Parce que qui dit transition dit qu'on doit abandonner certaines choses, qu'on abandonne d'ailleurs certaines choses souvent pour aller vers l'inconnu. C'est vrai dans le professionnel, mais c'est aussi dans la vie privée. Hein. Ça peut être un déménagement, ça peut être vraiment dans les changements de vie. Et cette période de transition, elle est souvent négligée. Et donc, on ne prend pas forcément le temps de faire le point. En fait, pour moi, la période de transition, c'est la période qui permet de se poser des bonnes questions, de savoir ce qu'on garde de ce qui a déjà été fait, de regarder vers l'avenir. Donc pour moi, c'est comme un pont et elle est souvent négligée parce qu'on va mettre le focus très très rapidement sur le changement. Bon, je peux donner l'exemple justement au niveau professionnel, changement de poste, on va mettre évidemment le focus sur ce changement, sur les nouvelles responsabilités, sur les nouvelles tâches à accomplir.
Et puis finalement, on ne prend pas forcément le temps de dire, voilà, dans cette période-là, qu'est-ce que je peux récupérer de mes compétences, qu'est-ce que j'ai appris de cette période d'avant, comment je me sens aujourd'hui, qu'est-ce que je peux avoir besoin d'apprendre, tu vois. Donc c'est vraiment toutes ces questions qui me semblent nécessaires de se poser pour se sentir prêt pour cette nouvelle vie ou ces changements qui s'opèrent. Donc Ouais, voilà, c'est vraiment pour moi très très important d'accompagner d'autant plus dans cette période-là. Donc j'aime à dire que voilà, j'accompagne en prenant la main à la personne pour que ces changements s'opèrent le plus sereinement possible en fait. Oui, c'est tellement important parce qu'en général, c'est justement la période où on est en méga stress, la période où on se sent un peu seul, la période où peut-être des fois on n'ose pas trop, ouais, parler à notre entourage, tout ça, parce qu'on se sent pas forcément compris. Il y a des fois, c'est hyper challengeant aussi. Et j'ai une citation qui me vient quand tu partageais ça, c'est ce que la chenille appelle mort, le papillon l'appelle renaissance. Et toi, du coup, tu es vraiment à cet endroit du cocon, tu sais, à cet endroit de la chrysalide, cet entre-deux où on n'a plus envie d'être ce qu'on était, mais en même temps, on n'est pas encore ce que l'on aimerait devenir. Et du coup, des fois, ça fait un méli-mélo, justement, ce cocon plein de fils. Comment, justement, toi, tu accompagnes concrètement ces personnes qui viennent à toi quand elles sont à ce passage clé, justement, à cette charnière de leur vie, que ça soit plus au niveau pro, mais en général, le pro et le perso sont entremêlés. Donc, comment tu fais à ce niveau-là pour voilà, leur permettre de prendre la pelote de laine un fil après un fil et d'arriver à faire les choses dans l'ordre sans être trop voilà, dans cette précipitation, dans cet enthousiasme d'être déjà au point B quand on n'a pas encore fait le point sur le point A, justement. C'est tout à fait juste et justement, quand j'accompagne des personnes qui sont en reconversion ou en changement de poste, elles sont parfois surprises parce que justement, je les amène déjà à se poser des questions d'abord sur elles-mêmes. Parce que ces périodes-là, elles font remonter aussi des vieilles peurs qu'on n'a plus forcément parce qu'on était dans un certain confort, les croyances limitantes. Donc, on va aller poser tout ça pour pouvoir construire effectivement, je dirais, les sportifs appellent ça la préparation mentale. On pourrait le comparer, c'est-à-dire c'est se préparer en fait, soit quel que soit son projet professionnel. Ensuite, bien sûr, il y a la partie du projet, et là on est plus dans le côté pragmatique avec des fixations d'objectifs, travailler sa motivation, sa détermination, son alignement, mais c'est pour moi une deuxième partie. Et là où je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est que souvent, dans cet enthousiasme et cette envie et cette excitation de changement, on veut aller très vite à travailler sur son projet pro. J'organise par exemple des masterminds entre personnes qui sont en train de démarrer leur projet. Et je vois très, très bien que quand elles évoquent leurs problématiques, c'est les réseaux sociaux, mon site internet, trouver mon logo, ce qui est normal puisqu'elles lancent leur projet. Mais moi, je leur dis, alors, on va se poser et puis moi, je vais vous aider à vous poser quand même certaines questions pour renforcer en fait tout ce que vous êtes. Alors, on travaille sur les talents, on travaille beaucoup sur l'affirmation de soi aussi, pouvoir se positionner. Je travaille beaucoup sur l'environnement. Quand je parle d'environnement, c'est les personnes qui nous entourent, c'est le lieu où on est, tout ça pour que la personne soit dans les meilleures conditions possibles pour ensuite effectivement se donner à son nouveau projet qui l'anime. Donc Ouais. voilà, c'est vraiment un travail qu'on pourrait appeler de développement personnel. Moi, c'est plutôt vraiment que la personne soit dans son plein potentiel, en fait, avant de démarrer son projet. Même si parfois ça pique un peu d'ailleurs, parce que c'est aussi avoir conscience de ses limites. C'est important aussi de savoir ce qu'on a besoin de travailler, ce qu'on a besoin d'apprendre. Quand j'accompagne des personnes du statut salarial, par exemple, au statut d'entrepreneur, c'est une période de transition énorme parce qu'en fait, il y a tout un changement d'état d'esprit. Voilà, quand on est salarié, on a des consignes qui peuvent venir des autres. Quand on est entrepreneur, on est son propre patron. On est chef d'entreprise. Donc, voilà, tout ça, c'est
du nouveau mindset qu'il faut travailler parce que voilà, on n'est pas forcément avec toutes les compétences et les qualités dont on a besoin pour se lancer. Voilà. Et c'est évidemment le but de tout ça, c'est de maximiser les chances de réussite, bien sûr, de ce projet. Oui, c'est important que tu soulignes ça et je te remercie qu'il n'y a pas que le côté savoir-faire en fait. Il y a aussi tout l'être et que moi je dis toujours, notre business est le prolongement de nous-mêmes. Donc, il faut déjà commencer par soi avant de vouloir mettre en place tout un tas de choses parce que voilà, sinon on en revient à cette notion d'équilibre dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, tout est vraiment là-dedans. Comment j'arrive à devenir celle qui rend possible ce qu'elle a envie de faire. Et c'est vraiment ça. Et c'est vrai que je me suis rendu compte de ça aussi, tout comme toi, que beaucoup de personnes comprennent pas et ont un peu du mal aussi, je pense, avec le terme développement personnel et non mais pourquoi j'ai besoin d'aller regarder tout ça alors que moi je veux faire ça et il n'y a pas voilà cette prise de conscience des fois de eh ben oui mais voilà les choses sont pas les mêmes et que pour faire autre chose eh ben il faut aussi que toi tu évolues en parallèle de ce que tu souhaites faire évoluer et c'est vraiment une prise en charge globale et je trouve ça hyper intéressant du coup dans De façon plus pragmatique, il y a la notion de l'organisation, la notion des priorités. Donc ça, c'est dans un deuxième temps, mais ça fait partie aussi de se poser des vraies questions. Pourquoi aussi ce projet? Qu'est-ce qu'on veut atteindre par rapport à qui on est? Quel est le... Voilà, donc pour moi, c'est évident et je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, c'est du développement personnel, mais pour moi, c'est plus que ça, quoi. C'est enfin être dans son plein potentiel pour son projet et puis de toute façon pour sa vie à soi. C'est pour ça que là où je te rejoins, c'est que bien sûr, je travaille dans le professionnel, mais c'est complètement lié parce que souvent, quand il y a cette envie de reconversion ou d'aller vers l'entrepreneuriat, c'est aussi qu'il y a eu des changements qui se sont opérés dans sa propre vie ou des questionnements ou des remises en question. Donc, c'est très lié. Et pour répondre à ta question de l'ikigai, parce que c'est vrai que c'était le sujet, l'ikigai, c'est un fabuleux outil pour démarrer cette démarche-là. C'est-à-dire que, alors en quelques mots, peut-être que les auditeurs n'ont pas forcément entendu parler de l'ikigai, ou très peu, ou beaucoup dans tous les sens. C'est le cas aussi. Alors l'ikigai, en fait, Dan Buettner est un explorateur qui a découvert au siècle dernier ce qu'on appelle des zones bleues, c'est-à-dire des endroits dans le monde, sur la planète, où les gens vivent plus longtemps, plus sereinement. Donc, il est allé rencontrer ces personnes-là et il en a déduit certaines choses, donc évidemment, hygiène de vie, contribution à la société, donc plusieurs thèmes. Et une spécificité qu'il a retrouvée sur l'île d'Okinawa au Japon, c'est que justement, ces personnes ont la philosophie de l'ikigai. Alors, évidemment, l'ikigai, pour eux, ça veut dire tout simplement sens de la vie, raison d'être. Et toute leur vie tourne autour de cette notion de l'ikigai. Alors évidemment, nous, on l'a transposé pour nos cerveaux occidentaux. Et qu'est-ce que ça signifie donc pour nous? Eh bien, en fait, l'ikigai, c'est l'essence même de ce qu'on est. Pour moi, c'est le centre, c'est vraiment ce qu'on est au centre. Et c'est le parfait équilibre justement entre ce que l'on aime, ce qui nous anime, nous fait vibrer, qui on est. Donc vraiment, on est justement encore dans ce savoir-être, quelles sont nos qualités, qu'est-ce qui nous spécifie, qu'est-ce qui nous rend unique par rapport aux autres, les compétences, alors pas forcément les compétences techniques, mais ce que j'appelle les compétences comportementales ou le savoir-faire, c'est-à-dire qu'est-ce que la vie m'a appris jusqu'à aujourd'hui et que je vais pouvoir mettre alors au profit de mon projet ou à mon profit à moi pour avoir une vie plus équilibrée. Et le quatrième domaine, qui n'est pas le moindre, c'est la notion des valeurs. C'est-à-dire quelles sont les valeurs, moi j'appelle ça les valeurs non négociables. C'est-à-dire quand quelque chose me choque, quand quelque chose m'attriste, quelque chose au contraire me résonne en moi, il y a fort à parier que ce soit quelque part des valeurs. Et ces valeurs, on ne les connaît pas forcément, d'ailleurs on n'y met pas forcément un mot dessus, et puis souvent c'est plus ou moins inconscient, donc on réagit à quelque chose, on ne sait pas forcément pourquoi, alors que finalement c'est quand on est au plus près de ces valeurs-là qu'on
qu'on est dans notre authenticité et qu'on peut créer des liens avec les autres. En entreprise, par exemple, puisque j'ai eu une carrière assez longue en entreprise, souvent, à l'époque, je n'en étais pas forcément consciente, quand ça ne se passait pas forcément bien, que ce soit avec un collaborateur, que ce soit avec la hiérarchie, ben aujourd'hui, je me rends compte que chaque fois, c'était les valeurs qui étaient en jeu. C'est-à-dire, on n'avait pas la même vision du monde, on n'avait pas les mêmes valeurs. Et quand on travaille quelque part et qu'on vous met dans une situation où vous êtes contre ces valeurs, ces méta-valeurs même, c'est souvent d'ailleurs ce qui ne fonctionne pas. Donc, quand on va vers son propre projet, autant y mettre aussi ses valeurs. C'est plus, voilà, c'est plus. Donc, ce qui est intéressant dans l'ikigai, c'est qu'on peut le faire. D'abord, il n'est pas figé, donc on peut le faire plusieurs fois dans sa vie. C'est important aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça peut s'adresser. Moi, je l'ai utilisé quelques fois en orientation pour les plus jeunes, tout simplement, parce qu'on ne leur fait pas faire leur ikigai en général quand on leur demande quel métier tu veux faire plus tard. Alors qu'en fait, ça leur donne de belles pistes par rapport à leurs valeurs, ce qu'ils aiment, ce qu'ils sont, etc. C'est bien sûr quelque chose qu'on peut faire quand on est dans une période de transition et qu'on a besoin de se poser sur soi, ce qui a vraiment de l'intérêt, de l'importance pour soi. Et dans une troisième catégorie qui n'est pas négligeable, c'est même pour les projets professionnels. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire, là, on pose l'ikigai, mais avec cette vision du projet à venir pour dire qu'est-ce que je vais avoir besoin de mettre dans mon projet pour que je sois dans mon ikigai, en fait. Et c'est essentiel. Après avoir travaillé sur soi, savoir les valeurs de son entreprise, les valeurs qu'on a envie de transmettre, qu'est-ce qui nous anime, est-ce que j'aime parler en public, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre de particulier, mes qualités et mon authenticité, bien sûr, et ensuite mes compétences, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai appris avant et que je peux remettre au service de mon projet. Donc, c'est les trois grandes possibilités pour faire son ikigai, et c'est génialissime l'ikigai, mais vraiment, à faire, parce que c'est génial, chaque fois c'est des découvertes de pépites, parce que les personnes se rendent compte qu'elles sont des pépites en fait, quand elles font leur ikigai, et qu'elles sont uniques. Et qu'il y a autant de que de personnes et que ça se travaille, que c'est pas figé. Donc voilà, c'est génial. Tu m'as enlevé les mots de la bouche parce que c'est exactement ce que j'allais dire, que ça permet à chacun justement d'arrêter d'être parfois dans la mésestime de soi ou dans le jugement par rapport à un sentiment de différence ou d'infériorité, parce que là, ça recentre vraiment justement les choses sur ta façon au monde d'être unique, d'être toi, d'être dans ton authenticité, d'être dans ce que tu as à offrir de meilleur pour toi et pour les autres. Et moi, j'aime beaucoup ce dessin de l'ikigai parce que ça fait vraiment ça, en fait. Ça fait un peu chaque rond, alors qui est symbolisé par des ronds, ça fait vraiment comme un peu une couche d'oignon comme ça que l'on met à chaque fois. Et puis finalement, ce qui se rejoint au centre, c'est vraiment le cœur, c'est vraiment comme tu le disais, notre pépite, quoi, notre truc vraiment unique, notre zone de génie, là où on est vraiment étincelant, j'allais dire. Et je trouve ça vraiment beau comme justement valorisation de soi, valorisation de l'être, valorisation de chacun dans ce qu'il est aussi. Et tu te disais, et je trouve que ça devrait être systématique dans les collèges, dans les lycées, que ça soit proposé aux enfants, parce que aujourd'hui, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses qu'à moins d'avoir vraiment une vocation particulière pour un métier spécifiquement, demander à un gamin, allez, de 13 ans ou plus tôt, ou de 17 ans ou plus tard, qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie? Et c'est pas forcément une question super évidente. Alors des fois, c'est dommage parce qu'il y en a qui vont se diriger par défaut, surtout maintenant que voilà les bacs et les examens ont été remaniés à peu près 12 000 fois, et que au contraire partir de tiens, toi t'aimes quoi dans la vie? C'est quoi qui t'anime? Où est-ce que t'es bon? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui vraiment te met en joie plutôt que de partir d'un métier et de comment moi je vais m'adapter à un métier en particulier, et partir de toi
et en fonction de toi, ce qui te plaît dans la vie, ce qui t'anime et ce qui correspond, comme tu le dis, à soi, parce que on a tous des valeurs particulières, comme tu disais, des choses auxquelles on adhère, des choses auxquelles, au contraire, pas du tout. Et on peut être en conflit, et généralement, c'est ce qui se passe quand on voit des adultes dans un monde de salariat. Alors, c'est pas du tout à dénigrer, hein, c'est pas du tout le but, mais c'est vrai que souvent, on peut être enfermé comme ça dans une boîte avec des directives particulières où ça vous correspond pas. Franchement, on s'en fiche complètement. On vous demande de faire des tâches particulières. Si vous êtes content, tant mieux. Si vous n'êtes pas content, vous serez remplacé en un claquement de doigts. Donc, c'est vrai que c'est hyper important, et je comprends que les personnes viennent te voir, et c'est super qu'il y ait des gens comme toi qui soient là dans ces périodes de transition où peut-être qu'il y a un moment, on se rend compte que ben, ce qu'on a toujours fait, ben, maintenant, c'est juste plus possible. Et du coup, peut-être que ça fait d'ailleurs écho à ce que toi, tu as vécu. Et si c'est OK pour toi, je voudrais justement que tu nous partages ton parcours de comment tu es passé de cette vie d'avant, qui était complètement différente pour le coup de ce que tu fais aujourd'hui, à Oui. justement donner du sens à tout ça et aujourd'hui être ce point, j'allais dire, ce point névralgique pour les personnes qui leur permet, hop, de passer à la prochaine étape de leur vie. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, je vais essayer de faire court. Alors, j'ai fait quasiment toute ma carrière dans l'hôtellerie et la restauration de luxe, l'hôtellerie internationale. Euh, Pas complètement par hasard, il y avait deux choses qui me passionnaient. J'ai déjà parlé de voyage donc c'était les langues étrangères, le voyage. Étant du sud de la France, le tourisme, voilà, il y a quelque chose qui a été, on va dire, assez évident. D'autant que je n'avais pas du tout envie de faire trop d'études et que c'était un métier où je me suis dit, voilà, on peut commencer sur des postes de base et puis après voir ce qui se passe. Donc j'ai commencé même à faire des saisons euh, parce qu'il y avait le côté aussi travailler toute l'année. Déjà à l'époque, pour 4 semaines de vacances, il y avait deux, trois choses qui pour moi étaient déjà un peu compliquées, déjà, et qui l'ont toujours été. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis revenue à l'entrepreneuriat, entre autres. Donc, je me suis éclatée pendant les premières années de ce travail-là. Je rencontrais des cultures différentes, je bougeais donc géographiquement en faisant des saisons. On recommençait tout le temps un peu à zéro quand on ouvrait, puis on fermait au bout de 6 mois. Enfin, j'étais très jeune, donc on faisait aussi pas mal la fête, on se faisait voilà, c'était une vie. Avec le recul, je sais que c'était vraiment quelque part inconsciemment reculer la fameuse échéance où à un moment donné, j'allais devoir trouver un vrai travail, comme on disait à l'époque, à l'année. Donc je pense que j'ai développé cette stratégie pour reculer un petit peu l'échéance. Et puis mon fils est arrivé, donc il a fallu quand même que je mette un petit peu plus de structure dans tout ça. Et donc je suis rentrée dans l'hôtellerie de luxe à Genève, en Suisse. J'ai commencé par des postes de base, réceptionniste, donc à l'accueil des clients. J'ai beaucoup aimé les premières années et surtout, je pense que c'était d'abord une période un peu différente qu'aujourd'hui et puis surtout, c'était en Suisse, donc il y avait beaucoup d'opportunités. Donc j'ai eu la chance de faire beaucoup de formations et d'évoluer assez rapidement dans la hiérarchie. Donc, je me suis retrouvée chef de réception. J'ai aussi expérimenté la conciergerie de luxe, qui est un métier qui a quasiment disparu et qui était ô combien magnifique. Donc, vous voyez, aucun regret de ce que j'ai vécu avant. Et puis, je suis montée dans la hiérarchie jusqu'à arriver au poste de DRH, directrice des ressources humaines. C'est très, très beau comme terme. Sauf que je me suis rendu compte à l'époque que je commençais à toucher un plafond de verre, dans le sens où, d'abord, directrice des ressources humaines, la partie ressources humaines n'était pas très développée. Et ce qui était très développé, c'était l'administratif, les convocations, les licenciements. Quand je vous parlais tout à l'heure de valeur, ça commençait à coincer sérieusement, surtout qu'on me demandait de faire certaines choses. C'est tellement plus simple de supprimer 3 postes ou 10 postes parce que les chiffres ne sont pas là, que de réfléchir à une autre façon, enfin, de travailler. Donc, les conflits étaient là.
Mais j'avais un très bon salaire, j'avais à l'époque donc 2 enfants puisque ma fille était née. Tout se passait merveilleusement bien, voilà. Donc on a acheté une maison. Enfin, tout était plutôt. Il y avait juste ça que je sentais au fond de moi de temps en temps, mais sur lequel évidemment je mettais un couvercle en me disant attends, tu as de beaux enfants en bonne santé, un mari, une maison, un très bon salaire, un très très bon salaire. Qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie? Donc, chaque fois qu'il m'arrivait de rêver à autre chose, je mettais un couvercle dessus et j'ajouterais, on m'aidait beaucoup à mettre le couvercle dessus. C'est-à-dire que quand je tentais des échappées, on me disait attends, tu cours après quoi? Tu cherches quoi encore? Tu as tout pour être heureuse. Je pense que ça parle à beaucoup. Et puis en 2009, eh bien, j'ai été licenciée très brutalement. Changement de direction, changement de stratégie. Le directeur a été clair avec moi en me disant en quelques mots, vous passez la consigne à votre assistante, on vous paie ce qu'on vous doit, puis vous restez chez vous. Donc là, autant vous dire, même si je n'étais pas heureuse tous les jours, ça a été l'écroulement total et surtout pour moi un échec. J'en avais pas vécu énormément, donc celui-là, il a été fracassant. Évidemment, ça m'est suivi une période de down. Je résume, mais même mon couple a commencé à partir un petit peu en v'là, divorce. Je me suis retrouvée donc avec mes enfants à charge, mon fils qui faisait une école privée, enfin la totale. Et pour couronner le tout, parce que sinon je n'entendais rien encore, parce que j'étais là, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'envoyais des candidatures partout, je recevais des réponses négatives. Vraiment une période très difficile. Et puis pour couronner le tout, de chez moi, j'ai eu un accident domestique et je me suis cassé le bras, enfin je me suis déboîté le coude du bras gauche. Ce qui fait qu'en plus, j'ai dû être immobilisée pendant 6 semaines. Enfin, immobilisée pas totalement, je pouvais marcher, mais disons, voilà. Et là, je me suis mise sur mon canapé, j'ai dû pleurer 2 jours, au moins, et j'exagère pas. Et puis tout d'un coup, et vraiment parce que je me souviens de ce qui s'est passé, je me suis dit, là, tu vas pas pouvoir rester tout le temps dans ton canapé. Et si tu en profitais pour te poser de bonnes questions sur ce que tu veux vraiment. Et est-ce que finalement, tout ce qui est parti là, donc y compris ce poste à responsabilité très bien payé, est-ce que finalement, c'est ce que tu voulais? Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose en toi qui réclamait autre chose? Alors, aidé par mon kiné qui me disait, il n'y a pas de hasard, si vous êtes coincé pendant 6 semaines pour vous obliger à réfléchir, ça vaut peut-être la peine de prendre votre temps. Et c'est comme ça que ça a démarré. Donc, j'ai fait de l'initiation à la PNL, d'abord pour moi. J'ai découvert la PNL, ça a été vraiment pour moi une grande ouverture. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait ma formation de coach parce qu'en fait, très, très vite m'est venue cette idée de dire, mais une envie d'aider et de transmettre, de dire, ne restez pas dans votre canapé. Je sais que c'est difficile et qu'au début, on ne sait pas pourquoi, mais la vie, elle vous envoie des signes. Puis elle m'en avait envoyé d'autres déjà, mais que je n'avais pas entendu. Puis à un moment donné, elle m'en a envoyé tellement que là, j'étais obligée de m'arrêter. Et voilà, donc, et cette envie de dire, il y a tellement, alors effectivement, à l'époque, de femmes qui vivent ça, donc des séparations, des enfants à élever, des écoles à payer. Je te vois, ton regard voilà, parce que c'est ce qu'on appelle les épreuves de la vie. Et ces épreuves-là, elles peuvent nous construire, elles peuvent aussi nous détruire si on ne prend pas le temps de se poser. Donc là, comme période de transition, ça m'était une sacrée, puisque tout était à reconstruire. Et voilà, et je l'ai fait petit à petit. Donc quand j'ai commencé le métier de coach, c'était très artisanal, c'était mon réseau proche, c'était j'ai découvert quelque chose de fabuleux, si vous avez besoin. À l'époque, je donnais beaucoup de conseils, mon entreprise vivotait un peu en termes de chiffre d'affaires, c'était pas les premières années, voilà, c'était pas top. Donc il a fallu aussi que je me forme à la gestion d'entreprise et voilà, il y a tout ce qui permettait de développer mon entreprise.
Et voilà, et de fil en aiguille, ensuite, j'ai développé des formats, conférences, ateliers. J'ai résumé, Ouais, j'ai merci essayé. pour ça. Non, c'est vraiment riche l'enseignement et c'est important aussi de voir que bah, il y a des fois quand le château de cartes s'effondre un petit peu sur tous les plans, de bah, qu'est-ce que j'en fais en fait? Est-ce que, comme tu dis, et c'est complètement entendable, hein, et encore une fois, il n'y a aucun jugement, j'ai besoin d'un moment pour évacuer, pleurer, râler, enfin voilà, d'évacuer en tout cas ce choc, enfin ce que j'ai besoin d'évacuer en tout cas. Et puis, il y a un moment donné, bon, voilà, les choses sont telles qu'elles sont. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je suis en mode Calimero quelque part? Ou est-ce que bah, je décide de maximiser ça de façon la plus constructive pour moi? Et de qu'est-ce que je peux en faire? Parce que comme tu le dis, c'est très juste. Quand il nous arrive quelque chose, il y a forcément un sens, même si des fois ça nous échappe. Et on peut se poser la question des fois de tiens, qu'est-ce que j'ai enfoui là bien au fond de moi et qui, comme tu le dis, eh ben, des fois réclamait ce changement. Alors des fois peut-être pas de la forme dont ça nous est tombé dessus, mais en tout cas un changement qui nous fasse réagir suffisamment fort pour que nous, on soit en capacité de dire ok, là, j'ai compris le message, c'est un peu violent, mais du coup, ça va me permettre d'en faire quelque chose et ça va me permettre de reprendre les rênes de ma vie et de dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Et c'est vrai que ces périodes de transition, elles sont forcément inconfortables. Parce que si c'était trop facile, est-ce que simplement on se donnerait la peine de faire quelque chose? Je pense pas. Quand c'est facile, des fois, on n'entend pas. Et moi, je compare souvent à la, tu sais, à la période de deuil, Mm. parce que quand il y a des changements comme cela, ben, il y a des deuils à faire. Et c'est un mot un peu violent, mais c'est ça. Et il y a ces passages, et alors, bien sûr, et qu'on a besoin d'accepter, c'est-à-dire, il y a le déni, il y a la colère, le sentiment d'injustice, il y a plein de choses qui se passent. Et ça aussi, c'est important de prendre le temps, parce que dans la reconstruction, avant la reconstruction, il y a besoin d'aller jusqu'à l'acceptation et de dire, OK, donc la vie m'envoie ce message-là, mais avant, il y a des moments où, et surtout, alors, je le fais rarement, mais j'allais dire, mais surtout pas les négliger, parce que là aussi, si on va trop vite, ben, il restera toujours quelque chose, il restera quelque chose d'amer, une rancœur. Quand on arrive à avoir de la gratitude euh, pour les personnes, alors pas tout de suite, hein, c'est pas été au bout de 15 jours, hein, mais aujourd'hui, il y a bien des années que j'ai de la gratitude pour les personnes qui m'ont licencié, parce que si elles ne m'avaient pas licencié, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, il faut du temps, mais à l'arrivée jusque-là, c'est vraiment, vraiment très important. Très, très important. Des fois, comme tu dis, ça peut paraître comme ça un cadeau un peu mal emballé. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis en fait, c'est vrai, c'est après. Mais encore faut-il se donner les moyens et puis avoir cette envie, en fait, quelque part du meilleur pour soi. Parce que je te remercie d'avoir pris cette image de la reconstruction. Je pense que vous arriverez tous à voir quand on démolit un bâtiment, justement, parce qu'il était trop vieux, plus aux normes ou je sais pas quoi. On reconstruit pas un nouveau bâtiment sur l'ancien. Non, il faut d'abord démolir, faire table rase pour que ensuite on puisse remettre de bonnes bases et reconstruire un nouveau bâtiment, voilà, de la façon dont on a envie. Mais on reconstruit jamais du neuf sur du vieux ou sur quelque chose qui soit un peu bancal. Et c'est vrai que du coup, c'est ce que tu permets d'arriver vraiment à explorer finalement nos propres fondations pour voir bah, qu'est-ce qu'on a envie de construire dessus, mais arriver à faire place nette et être vraiment OK avec soi-même sur qu'est-ce que maintenant je veux, et puis se découvrir aussi. Parce que c'est vrai que Bien souvent, sûr. quand voilà, on a fait des études, des fois un peu bon, sans trop savoir, avec plus ou moins de passion, etc. On arrive à un moment où voilà, c'est un peu, tu sais, la checklist, la pression que on peut avoir de la société, de son entourage, et puis celle qu'on se met aussi sur soi, de se dire, alors ok, donc je suis mariée, je suis maman, j'ai la maison, le chat, le chien, le poisson rouge, je fais partie du club de machin chose, etc. Et se dire, comme tu le disais très bien au début, hein, j'ai tout pour être heureuse, quel est le problème? Mais il n'y a pas forcément de problème, en fait. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. En principe, il n'y a jamais de problème. Il y a juste de l'alignement et comment moi je me sens dans ma vie. On peut avoir tout pour être heureuse et être hyper malheureuse parce qu'au fond, ça nous ressemble pas, ça nous correspond pas. Ou
on a juste évolué. Et comme tu le disais très justement aussi, et merci, c'est vraiment ce deuil-là et d'être OK avec ça, de dire j'ai été comme ça. Et à cette période-là, j'étais bien parce que tout correspondait à qui j'étais. Et puis, peut-être des fois par la force des choses, des événements qui se sont présentés à vous, ou de notre propre évolution personnelle, parce que de toute façon, nous sommes fondamentalement des êtres d'évolution, et ben les choses ont changé. Et ben, j'ai besoin de faire évoluer ma vie avec. Et des fois, ça passe par peut-être un mariage qui ne fonctionne plus, peut-être un boulot avec lequel on n'est plus en phase, peut-être d'autres domaines de sa vie que l'on a envie ou besoin à un moment donné, de façon, comme tu le disais très bien, non négociable. Et à un moment donné, quand c'est plus possible, c'est plus possible. Et justement, qu'est-ce que je fais avec ça? Et de pas être dans la rétention. J'ai vraiment l'image, vous savez, de quand on s'accroche comme ça, vraiment bec et ongle à quelque chose qu'on veut surtout pas lâcher parce que on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on va trouver. Et franchement, c'est tellement trop flippant. Alors qu'en fait, il y a des fois, faut juste, voilà, se décrisper, lâcher prise. Et même si c'est pas facile, parce qu'on est tous passés par là, hein, et même parfois on y repasse encore et c'est complètement OK, de se dire je lâche. Parce que de toute façon, être dans la maîtrise, ça va pas m'aider. Et je m'écoute, je me connecte à moi, je me fais accompagner quand j'en ai besoin, parce qu'il n'y a pas de honte ou de quoi que ce soit à être accompagné quand bah, parfois tout seul, on n'y arrive pas en fait. Et c'est complètement OK. Et parfois, ça vous permet surtout bah, de gagner du temps, d'arriver à diriger votre énergie au bon endroit pour arriver à définir la meilleure option pour vous. Et c'est hyper important de vous dire que la meilleure option pour vous, c'est pas forcément la meilleure option de votre meilleur ami ou quoi que ce soit. C'est vraiment d'être sur vous. Et c'est vrai que c'est ce qui est mis en valeur et ce que tu arrives à mettre en valeur toi, non seulement de par ton expérience, mais aussi grâce à tous les outils dont tu disposes, dont l'ikigai. Et c'est vraiment intéressant, d'autant plus que tu es aussi passé par là. Donc, tu sais bien de quoi tu parles et tu as pu accompagner un certain nombre de personnes maintenant là-dedans. Quel message, justement, alors particulièrement aux femmes dans ce cadre-là, mais de façon générale, tu aurais envie de donner à toutes ces personnes qui peuvent être justement dans ces périodes de transition, qui ont envie d'avancer, mais qui du coup font peut-être un pas en avant puis deux en arrière parce que voilà, c'est pas confortable et qui sont un peu perdus là-dedans. Quel conseil tu aimerais leur livrer? Alors, d'abord, je les comprends vraiment. Et il n'y a pas comme tu l'as dit tout à l'heure, mais j'insiste beaucoup, puisque pour moi, le non-jugement fait partie de mes méta-valeurs. Et il n'y en a pas à se juger non plus. C'est pas simple, c'est pas facile. Et justement, on n'est pas entouré, que ce soit la société, notre éducation parfois, nos proches, euh, parce qu'il y a ça aussi qui est difficile. C'est-à-dire, des fois, on sent, et puis on se dit, mais il va falloir que je me batte contre pas mal de choses. Donc, c'est normal que ce soit difficile. Et comme tu l'as dit, et avec, j'ai envie de dire avec humour, ben, si vous faites un pas en avant, que vous en faites deux en arrière, c'est pas grave non plus. À un moment donné, de toute façon, et je crois que on a peut-être ça en commun, de toute façon, il y a un moment donné, c'est une évidence. Et je crois que c'est important aussi d'accepter le temps qu'il faut pour dire, de toute façon, à un moment donné, ça va être une évidence. Ou ça va être quelque chose qui va être plus fort que soi. Donc, il y a, voilà, je dirais un message aussi de bienveillance envers soi-même. Alors, ça aussi, c'est un mot qu'on emploie beaucoup et à tort et à travers, mais pourtant, ça reste ça, quoi. C'est-à-dire la bienveillance pour soi, accepter que, voilà, que c'est peut-être pas le moment non plus, euh, qu'on a des graines à planter, qu'il y a des choses qu'on a besoin de travailler. Mais je voudrais juste, si tu le permets, parce que quand je t'écoutais, et comme je sais que tu t'adresses particulièrement aux femmes, je voudrais juste dire quelque chose qui est important. C'est que quand je me suis questionnée, quand j'ai été dans cette période, donc après cette période de deuil, et que je me suis dit, ben, finalement, aujourd'hui, tu n'as plus trop le choix, tu as vraiment envie de te réaliser, d'être beaucoup plus épanouie, eh bien, il y a une motivation qui a été plus forte que toutes les autres. Et je prends mon temps, je pèse les mots parce que je sais que ça va parler à beaucoup de femmes et beaucoup de mamans. C'est-à-dire qu'une de mes plus fortes motivations, ça a été quand je me suis posé la question, qu'est-ce que tu veux montrer à tes enfants? Parce que je sais, pour en accompagner beaucoup maintenant depuis toutes ces années,
que c'est souvent un frein. Hein, la culpabilité des femmes, oui, mais il y a les enfants, c'est une priorité, bien sûr que c'est une priorité. Enfin, voilà, je veux dire, c'est évident. Mais est-ce que justement parce que c'est une priorité, c'est pas intéressant de se poser la question, mais qu'est-ce que je veux leur transmettre? Est-ce que je veux, parce que dans cette période où j'étais DRH, je gagnais bien ma vie, donc j'ai pu gâter mes enfants, on a eu une vie voilà, facile. D'ailleurs, quand j'ai pris cette décision, on en a discuté, même si ma fille était un peu jeune, parce que je savais qu'il y allait avoir beaucoup de changements, ne serait-ce que par rapport à l'argent, qui n'allait pas rentrer du tout de la même façon. Mais vraiment, et j'insiste beaucoup, ça a été ma principale motivation. Je dis, est-ce que je veux leur montrer qu'il faut rester coûte que coûte, que le principal, c'est de gagner de l'argent, pour peut-être acheter des choses moins nécessaires que ce qu'il paraît, de rentrer fatigué, de ne plus avoir l'énergie pour les écouter, parce que ça m'arrivait. Mon fils, à l'époque, me disait, là, tu n'imprimes plus, maman. Maintenant, j'imprimais plus, parce que j'avais eu une journée de malade, et quand mon fils commençait à me parler au lycée de ses copains, je faisais mais ça rentrait plus et ils s'en rendaient compte. Donc, est-ce que j'avais envie de leur montrer ça ou est-ce que j'avais envie de leur transmettre que, avec effectivement un peu de travail, avec un petit peu de détermination et beaucoup de motivation, est-ce qu'on n'a pas tout simplement le droit de faire ce qu'on aime et d'en changer si on change et qu'on veut changer de métier, parce que là aussi, c'est pas figé. Peut-être que dans quelques années, je serai autrement, autre chose et ailleurs. Allez savoir. Et ben, la réponse, elle a été hyper rapide. Je me suis dit, mais bien sûr que c'est ça que je leur transmette. Parce que si je leur donne cet exemple-là, ben, c'est d'abord à eux que j'ai besoin de transmettre ça. Alors, j'ai insisté là-dessus parce que je pense que peut-être que dans les femmes qui nous écoutent, il y a beaucoup de mamans, que ça ne doit pas être un frein, au contraire. Ça doit même être une motivation supplémentaire. Qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants? Quelle vision de la vie et du monde je veux leur donner? Et moi, ça a vraiment été le dernier coup de boost pour démarrer, vraiment. Ouais, je te remercie de partager ça. C'est précieux et c'est tellement important parce qu'évidemment, et je me mets dans le lot, hein, parce que moi aussi, mes filles, ça a longtemps été une excuse, un prétexte pour pas faire et puis pour nourrir mes peurs. Et puis, il y a un moment donné où, bah, quand on est un peu face à soi-même, on se dit qu'on n'a plus le choix, mais en fait, si, on a le choix. C'est juste qu'on est acculé à aller à la rencontre de soi. Et du coup, c'est un peu différent. Et de voir effectivement que bah, est-ce que je me sers de mes enfants comme une excuse, comme un frein, comme un empêchement? Et puis à un moment donné, bah, du coup, je vais leur reprocher plus ou moins inconsciemment de m'être sacrifié pour eux, alors qu'ils vous ont rien demandé. Ils vous ont juste demandé de les aimer avec tout votre amour et de faire au mieux. Mais ils vous ont pas Qu'on demandé soit heureux. d'oublier. Mais complètement. Ah, quand on est bien, nos enfants sont bien, vous savez complètement comment ça marche. Donc, c'est hyper important. Et vraiment, merci de partager ça. Voilà, à la limite, si vous devez vous servir de vos enfants avec des gros guillemets, c'est vraiment les prendre comme une source de motivation et vous dire, punaise, je le fais pas non seulement que pour moi, mais je le fais aussi pour tout ce que ça va leur apporter sur la vision de la femme, sur qu'est-ce qu'on s'autorise dans la vie, sur ce qu'on a le droit de faire au-delà de tout ce qui peut être les normalités, voilà comment moi je me prends en main et comment je crée ma réalité dans ce que j'ai envie pour moi. Et ça, c'est tellement, tellement, tellement important. Donc vraiment, merci de partager ça. Et puis de voir aussi que, bah voilà, toi, tu t'es retrouvée maman célibataire et ça a été possible pour toi. Ça a été possible pour toi, ça a été possible pour moi, donc c'est possible pour vous. Et je reviens sur ce que tu partageais aussi par rapport au temps. Évidemment qu'on est impatient. Évidemment qu'on a envie que les choses aillent vite. Évidemment qu'on a envie que la transition dure pas trop longtemps parce que, notamment financièrement, et ça, je pense que ça vient tous nous chercher à un moment donné, on n'a pas envie d'expérimenter la galère, on n'a pas envie de devoir se dire que bah, on peut pas forcément faire ce qu'on veut comme on veut, ou en tout cas pas comme avant. Et ça, le comme avant, je trouve qu'à ce moment-là, il est violent parce qu'on quitte un truc où voilà, il y avait un certain confort, l'argent rentrait tous les mois, on avait voilà peut-être notre compagnon à la maison. Enfin, c'était une affaire qui roule quoi, plus ou moins. Des fois, ça boitait un peu, mais ça roulait quand Ouais, même, donc ça le faisait. Et puis du coup, on s'en occupait pas trop.
Et puis quand il y a des changements qui viennent, c'est plus le «je fais avec», c'est comment j'ai envie que ce soit. Et du coup, c'est vraiment différent et cette histoire de timing, de se dire, quand vous prenez une décision, parfois ça peut aller très vite et ça peut être magique parce que vraiment je l'ai expérimenté aussi et je peux vous dire qu'il y a des fois, c'est bluffant comme tout se fait. On ne sait pas comment, mais tout se fait. Et puis, il y a des fois, il y a des choses que vous avez besoin de comprendre, que vous avez besoin d'expérimenter, que vous avez besoin d'aller regarder en vous. Et du coup, les choses mettent plus de temps, mais c'est pas pour vous embêter, c'est au contraire pour que ça soit encore plus magique après. Et c'est important de se laisser le temps de réaliser certaines choses et ne pas regarder, parce que ça, c'est un truc qu'on a tous tendance à faire aussi, de regarder les personnes pour qui ça marche comme ça, du feu de Dieu tout d'un coup. Mais vous n'êtes pas dans la vie des gens, vous connaissez pas leur parcours, vous savez pas par quoi elles sont passées avant. Et si tout est magique, eh ben c'est super, mais ça veut pas dire que ça l'est pas pour vous. Ça veut peut-être dire que c'est pas le bon moment. Et le c'est pas le bon moment, ça veut pas dire jamais. Ça veut pas dire que vous allez passer, je sais pas combien de temps à galérer ou quoi. Et même ce terme-là de galère, je vous invite vraiment à le remplacer par apprentissage. Parce que c'est hyper Exactement. important. Ouais, de pas être J'allais- dans ce truc de, tu vois, de négatif et de dire: «Oh, je suis nul, j'y arrive pas, c'est galère, oui, mais l'autre ceci, oui, mais moi cela». Hey, c'est un peu comme les enfants. Moi, je vois mes filles, des fois, elles rentrent de l'école, elles ont pas réussi un truc et je lui dis: «Mais tu es à l'école pour apprendre, tu te rappelles? Donc c'est pas grave de pas toujours réussir du premier coup». Et nous, c'est pareil, en fait, c'est l'école de la vie. Mmh. Je peux juste te donner un dernier exemple, puisque tu parles un petit peu de cet aspect et c'est la réalité financière, enfin voilà, cette peur après, avec un sens des responsabilités qu'on a quand même et qu'on doit avoir quand on a des enfants. Ben, dans cette vie, première vie où l'argent alors coulait à flot, on n'était pas millionnaire non plus, mais enfin, on vivait vraiment aisément. Ma fille faisait du cheval depuis qu'elle est toute petite. L'équitation, c'est un sport voilà, qui coûte. Mmh. Donc, quand il y a eu ce changement de vie et que les premiers temps, les clients ne sont pas arrivés, ils ne m'attendaient pas, hein, donc ne sont pas arrivés tout de suite, j'ai eu une discussion avec ma fille en lui disant, il est pour moi évidemment hors de question que tu abandonnes, puisque c'était vraiment une passion pour elle, le cheval, mais on a besoin de trouver une solution parce que maman ne va plus pouvoir payer autant de cours, autant de... Alors, sur le moment, je suis honnête, elle s'est dit, ah oui, mais moi, tu sais, c'est pas juste, voilà. Et puis, elle est allée à son cours. Enfin, elle y était tout le temps, hein, de toute façon. Donc, elle est retournée là où elle avait ses cours d'équitation. Puis, elle est revenue me voir. Et puis, elle me dit, maman, j'ai peut-être trouvé une solution. J'ai dit, ben, elle avait 14 ans. Bon, autant vous dire, je suis fière de ce qui va suivre. Elle me dit, je crois que j'ai trouvé une solution. Non, j'ai vu avec la directrice, la dame qui s'occupe du club, si je viens les mercredis après-midi les aider parce qu'ils organisaient pour les plus petits avec les poneys, à ce moment-là, elle me donne accès à toutes les compétitions qu'ils font au moins dans la région. Alors d'abord, je lui ai dit, bah, écoute, franchement, bravo. Mais en plus de ça, le fait qu'elle soit encore plus impliquée dans ce club et que ça s'est bien passé, elle a même fait après son apprentissage au même endroit. Et je vous raconte tout ça pour vous dire que voilà, même cette histoire de galère, ce qui en était une financièrement, je pouvais dire que c'était une galère. Eh bien, on en a tiré des choses, mais très positives. Et ma fille se rappelle encore, parce qu'en fait, ça a développé, elle a été plus impliquée, elle a fait d'autres compétitions, elle a accompagné des champions, elle s'est retrouvée dans des choses qu'elle aurait peut-être jamais eues quand on était dans quelque chose de beaucoup plus classique, où elle allait à des cours pour passer ses galops, etc. Donc voilà, encore un exemple de... Bien sûr qu'on ne le sait pas avant, mais donner à ses enfants même la possibilité de dire, bien sûr, on va trouver une solution parce qu'il est hors de question que tu te sacrifies aussi. Elle l'a trouvé la semaine qui a suivi. Il faut faire confiance aussi à nos enfants. Ouais, complètement. Et c'est important aussi de pas se mettre justement trop de c'est cette culpabilité parce que il est clair qu'on n'a pas envie de leur faire on n'a pas envie de leur faire payer nos choix, on n'a pas envie de leur faire payer le fait que, voilà, peut-être avec notre conjoint, ça ne se passe
plus bien ou voilà, des changements de direction de vie. On n'a pas envie que ce soit nos enfants qui payent les pots cassés. Et pour autant, c'est intéressant de voir comment on peut les inclure dans tout ça, dans le sens être une équipe et arriver justement à trouver des solutions ensemble sans imposer quoi que ce soit. Alors bien sûr, ça dépend de l'âge de vos enfants, bien évidemment. Mais voilà, de se délester un peu du fardeau pour se mettre en mode solution. Et puis encore une fois, faire au mieux. Il y a des fois, effectivement, il faut trancher et il n'y a pas vraiment d'autre. Bien sûr. Mais voilà, comment Mais je veux dire, quand on est aligné, c'est on ça aussi. Si je dois, s'il y avait un message, il y en aurait plein. Mais alors, il y en a un que je passe tout le temps et que je trouve, enfin, voilà, qui me parle beaucoup, c'est on devient ce que l'on ose. Donc ça, c'est la petite citation. On devient ce que l'on ose. Mais si j'avais un message, c'est vraiment ça, quoi. C'est faire confiance à soi, faire confiance à ceux qui nous entourent, donc même aux conjoints, que ce soit les enfants, faire confiance en la vie, un minimum, c'est-à-dire avoir cette confiance que la vie va vous apporter d'une manière ou d'une autre une aide. Des fois, il y a des choses qui paraissent magiques de ce que la vie vous apporte quand on a au moins posé l'intention. Donc voilà, cette notion de confiance. Et je dirais, puisque c'est un travail que j'ai fait donc tout au début, mais qui a été tellement bénéfique pour moi, c'est-à-dire au lieu de voir la vie comme un combat, comme quelque chose qui va être dur, qui va faire souffrir, c'est la voir comme une aventure. Donc à partir du moment où on la voit comme une aventure, on est dans l'expérimentation, on n'est plus dans l'échec, on est... j'ai tenté ça, ça n'a pas trop bien. Si vous saviez tout ce que j'ai tenté qui n'a pas marché. Voilà. Vous voyez, être dans quelque chose de plus léger, justement, et puis sortir de la culpabilité, et être dans quelque chose de plus léger, ça n'enlève à rien le sens des responsabilités, la rigueur. Bien sûr qu'il faut aussi savoir où on va, il faut poser des choses. Mais d'abord, s'alléger avec voilà, la vie n'est pas un combat. C'est pas un combat, c'est une aventure, pour moi. Maintenant, depuis longtemps, la vie est une aventure. Et qu'est-ce que ça allège quand on ressent ça? Vraiment, on a moins peur. Comment on fait du coup, Christine, si on a envie justement que tu nous accompagnes dans notre propre aventure? Où est-ce qu'on te retrouve? Alors, on te retrouve partout. Non, plus sérieusement, j'ai un site internet, je pense que tu le mettras sous la vidéo. J'ai un site internet par lequel on peut passer, bien sûr. Je suis sur les réseaux sociaux, principalement Facebook et LinkedIn, pour la partie plus professionnelle. Voilà, déjà, je pense que si les personnes ont envie, avec grand plaisir, si ça a réveillé des questions, enfin voilà, aussi avec grand plaisir, voilà, pour contribuer encore à donner, à encourager toutes ces femmes-là qui sont peut-être sur les starting blocks. Allez, on y va. Il y a des fois, il manque pas grand-chose et c'est vrai que d'avoir une main tendue au moment où on en a besoin et puis s'autoriser à la prendre, ça fait vraiment du bien et souvent c'est ça qui fait toute la différence. Donc, si vous vous reconnaissez dans tout ce que l'on a pu partager, n'hésitez pas, donnez-vous cette chance parce que je pense que c'est vraiment une chance de s'inclure et de s'autoriser à être dans cette mouvance du changement que parfois on a appelé très fort de ses voeux et puis on est un peu en panique au moment où ça nous tombe dessus. Donc voilà, on est là pour ça. Et pour l'avoir vécu nous-mêmes, c'est quelque chose qui a vraiment du sens. Et je voulais vraiment insister là-dessus, et c'est ce que je trouve beau aussi dans ton parcours, c'est comment tu as réussi à donner du sens à ton expérience personnelle pour aujourd'hui être vraiment dans cette transmission où c'est pas juste des formations, des certifications, des diplômes. Bien sûr que c'est important, mais il y a vraiment toute une histoire de vie que tu as transcendée pour mettre aujourd'hui au service des personnes que tu accompagnes. Et je trouve ça vraiment très beau. Donc, merci pour tout ce que tu as partagé, Christine, avec autant d'authenticité. Ça me touche vraiment beaucoup. J'espère que également ça vous aura interpellé, que ça vous aura permis de vous poser, vous aussi, les bonnes questions. Je vous remercie d'avoir été avec nous pour ce moment-là. Je vous souhaite une magnifique journée et j'aurai grand plaisir à vous retrouver très bientôt. Belle journée à vous.